Chers membres du jury, cher public, chers contradicteurs, bonjour. Dans le cadre de cette rencontre, on m'a demandé de répondre à une question. La morale est-elle liberticide? Il me semble que cette interrogation n'est pas innocente. Au-delà de ces mots, un sens profond se cache. En effet, qu'est-ce que la liberté? Que représente-t-elle pour vous, pour nous? Pourquoi? Par qui et comment est-elle mise en danger? Il semble que ce sujet n'est pas comme les autres. Lui donne place à un procès, à un verdict qu'il est de notre devoir de rendre au nom de cette liberté. Ainsi, mesdames et messieurs, je suis là aujourd'hui devant vous pour défendre une victime. Oui, une victime. Et comme vous pouvez vous en douter, ce sera la liberté. N'est-ce pas celle-ci qui guide notre nation, au premier rang de notre devise, aux côtés de l'égalité et de la fraternité, celle qui guide notre dessein, celle qu'on chérit. Et au-delà de la France, n'est-ce pas cette immense et magnifique femme dressée aux portes du Nouveau Monde qui guide et accueille les voyageurs venus de tout horizon? Plus le temps passe, plus la liberté est méprisée, entravée, presque assassinée. Mesdames et messieurs, la liberté se meurt, victime innocente, prise dans les griffes d'un tyran qui ne cesse de la vider de son essence. Un crime des plus odieux, privant notre humanité de toute sa quintessence. En effet, l'humanité, l'homme précisément, se distingue de tout ce qui l'entoure par sa volonté d'être libre, une obstination à s'arracher des carcans, des dictatures. En effet, qu'est-ce qu'une dictature? Ce sont des esclavagismes psychiques, physiques et moraux. La liberté, elle, c'est la possibilité de croire, de choisir, d'espérer, de s'engager. C'est le paroxysme de nos intentions et de notre libre arbitre. Et cette liberté n'a cessé de se heurter à une voix plus dure, plus forte, qui s'est acharnée à l'empoiser. Cette voix, c'est la morale. Laissez-moi donc vous dresser le portrait de cette meurtrière. C'est une entité regroupant plusieurs singularités, plusieurs règles de conduite, considérées comme bonnes de façon absolue. Elle serait pour certains une science, celles qui sont les comportements humains, celles qui distinguent le bien du mal. Pour d'autres, en revanche, ce serait l'enseignement, la leçon que l'on aurait à retirer de certains événements. Par conséquent, si l'on étudie un à un ces critères, si on s'adonne au jeu de l'interprétation, car oui, nous serons le juge ici, elle apparaît légitimement comme le système de règles que l'homme devrait suivre dans sa vie tant personnelle que sociale. Ensuite, comme un organisme de bâillonnement, toute entreprise humaine serait ainsi soumise à la question de savoir si elle est justifiée ou pas, nécessaire, admissible, répréhensible, en accord ou en contradiction avec les valeurs reconnues. De plus, on se demanderait aussi si cette industrie aide à la réalisation de ce qui est jugé comme souhaitable ou néfaste pour notre société. Et enfin, selon moi, mon avis, je vous le donne, comme une escroquerie, celle qui vend l'utopie au rabais, laissant au placard la liberté. Selon Épicure, l'homme est libre quand il peut réaliser ses désirs. Mais désormais, tout désir est soumis à l'arbitraire de la morale, qui se croit libre de déterminer si ce comportement est bon ou mauvais. Étouffant l'aspiration dans l'œuf, elle éteint les flammes du feu qui nous anime dès qu'elle se sent menacée. L'homme ne peut plus se substituer à ce joug. Il ne peut plus être libre ou à défaut le devenir. Il ne peut plus se réaliser. Il n'est plus à même d'être à l'origine et à la conséquence de ce qu'il entreprend. Il est comme la morale, désormais, soumis à autre chose qu'à lui-même. Mais être libre, c'est agir relativement à une loi qu'on s'est donnée soi-même, non pas en fonction de la morale, mais par l'usage de la raison, de façon impérative, et non selon les lois de la nature et de sa petite sensibilité. La raison, cette faculté propre dans l'esprit humain lui permettant de fixer des critères de vérité et d'erreur, de discerner le bien et le mal, et aussi de mettre en œuvre des moyens en vue d'une fin donnée. Vous me direz peut-être comme la morale,
mais la raison est bien au-dessus. Elle est aussi nommée intellection ou entendement pur au sens philosophique. C'est aussi une faculté de concevoir, à propos de ce qui est, ce qui doit être, à propos du contingent, le nécessaire, du fini, l'infini, et de l'imparfait, le parfait. Cette morale, c'est l'instigatrice de l'abrutissement des masses qui assujettit le raisonnement humain aux conceptions qu'elle impose. Assurément, il est plus aisé de suivre la marée que de nager à contre-courant. Il est plus simple de suivre l'opinion générale que de choisir de répondre à la question parce qu'il nous semble le plus juste, le plus rationnel. S'élever contre tous et prendre cette décision, c'est prendre un risque, je le conçois. Mais ce risque, c'est la meilleure défense face à l'obscurantisme de la morale qui ne fait que nous leurrer. Grâce à des personnalités brillantes, mais surtout courageuses, on a pu passer outre la pesanteur de la morale et avancer toujours plus loin dans le combat pour la liberté. Je pense notamment à Simone Veil, qui dans sa lutte pour permettre aux femmes d'obtenir le droit de disposer de leur corps, s'est dressée contre toute une assemblée. Elle n'a pas faibli devant son auditoire, qui, pour la plupart, avait des pensées assez arriérées. Et de ce fait, elle a triomphé. Mais ce n'est pas la seule. Pour parler de la liberté, pour la justifier, pour la démontrer, on peut aussi se rappeler à notre histoire, les résistants durant la Seconde Guerre mondiale. Eux ont résisté aux oppresseurs nazis. Pourquoi? Pour obtenir la liberté, pour être libre, pour juste être. Tout simplement. Car la morale, c'est une entrave à l'autodétermination de l'homme. Elle le réduit au rang d'esclave. Il n'est plus qu'un instrument dont la volonté aliénée n'a pas et n'a plus à s'exprimer. Je considère donc la morale coupable de vol. Oui, de vol. Celui de la clé des chaînes qui cloue son captif au sol, le laissant désarmé face au fatalisme. Mon contradicteur vous dira que la liberté ne peut être sans limite. Et sur ce point, il aura raison. Mais est-ce que la limite doit absolument découler de la morale? Je ne pense pas. Qui peut dire qu'il ne lui vient pas à l'esprit la maxime « La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres », émanation des Lumières du XVIIIe siècle. La liberté doit être la règle et l'interdit l'exception. Or, comme je l'ai étudié et analysé avant, il semble que ce postulat ait été inversé. Il est approprié de citer une de ces lumières, M. Jean-Jacques Rousseau, qui affirme que la liberté consiste moins à faire sa volonté qu'à n'être soumis à celle d'autrui. Elle consiste encore à ne pas soumettre sa volonté, non, de pas soumettre la volonté d'autrui à la nôtre. De cela, on ne peut faire qu'un constat. Avant d'être une question métaphysique, la liberté est avant tout une question politique. Avant d'être individuelle, elle est collective. On dépasse alors la liberté dite naturelle, celle qui consiste à donner toute puissance à la jouissance, à l'instinct, à l'état de nature, à l'autorité de la passion, pour s'élever à la liberté dite civile. Cette liberté civile ne procède pas de la morale, mais de la lutte, du conflit des forces antagonistes qui a conduit à la fusion des égoïsmes, qui elle-même nous a menés à la création de l'état de droit. Ce même état de droit qui ne cesse de la diffuser, de la favoriser et surtout de la sauvegarder. C'est dans cette liberté que la paix est possible entre tous, parce qu'elle est limitée par les lois et la justice, celles-là même qui définissent ce que l'on peut faire et ce qu'il est interdit d'entreprendre dans ce consortium qui est le nôtre. On peut citer à ce titre plusieurs exemples. La Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, plus largement la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ou encore toutes les conventions internationales visant à la préservation de ces droits. Du fait de ce rayonnement qui n'a eu de cesse de s'étendre, l'homme sort de son égocentrisme, l'intérêt général prémention l'intérêt particulier. Il est possible qu'on vous dise que la justice repose en partie sur la morale, mais c'est faux. La morale, c'est l'arbitraire du juge, qui est l'opinion. C'est un tribunal qui est le plus impartial qui existe. Je tiens à préciser que la justice est plurielle, indépendante, même si rendue au nom du peuple. Elle est juste et mesurée, elle est encadrée et le plus souvent bienveillante. La fermeté dont elle peut faire preuve n'est là que pour préserver la sécurité et la liberté de tout à chacun. D'autre part, il est commun de considérer la morale comme étant au service du bien, qu'il soit commun ou individuel.
que la morale est synonyme de quiétude et de joie. D'accord, mais pour qui? Il semble pertinent de vous donner une illustration. Si cette même morale qui a condamné l'homosexualité jusqu'en 1981, la qualifiant de maladie mentale, une part de notre société serait donc répudiée par celle-là même qui dit vouloir la sanctifier. Personnellement, je pense que la meilleure façon d'atteindre cet idéal, c'est de laisser libre cours à sa liberté, ne pas l'emprisonner dans des conceptions qui ne feraient que l'altérer. Il est certain que la liberté de chacun, par la confrontation à celle des autres, se contient et nous mène au perfectionnement collectif. Je veux dire par cela que la liberté se limite d'elle-même. Elle est à la portée de tous. Ce n'est pas l'attribut d'une minorité, mais celle de tout le monde. Il ne faut pas oublier ce que nous a dit Épictète. La liberté, c'est celle de la pensée. Et par cela, on dépasse toutes les autres conceptions que l'on vient d'étudier. La pensée, c'est l'essence de notre âme. C'est par ce biais que l'on décide d'agir, de s'affranchir. C'est le premier lieu d'expression de cette perception. C'est ici que l'on fait mûrir le fruit de notre destin, que le courage nous poussera à extérioriser. Nul ne peut admettre sans être dans l'erreur que le tyran aurait la main mise sur cette faculté. Pourquoi? Car c'est la plus intrinsèque affection dont l'homme est doté. On va sûrement vous expliquer qu'il existe une morale personnelle qui serait interne et propre à chaque individu. Aussi, chaque personne déterminant les limites qu'il ne doit pas franchir. Mais dans quel but? Celui d'atteindre notre idéal dans chaque chose que l'on entreprend. Et pourquoi? Pour éviter la frustration. Mes chers jurys, chers publics, c'est ici une excuse pour ceux qui manquent d'ambition. C'est un prétexte leur permettant de se retrancher dans leur confort. Un homme, une femme, qui a la pleine conscience de sa condition humaine, ne peut pas se complaire dans cette petitesse. Le propre de l'homme, c'est de s'élever, c'est de viser la lune pour qu'en cas d'échec tomber au moins dans les étoiles. C'est viser l'impossible et parfois l'atteindre. C'est ne jamais s'éloigner. Malgré cela, il est impossible de passer sous silence ce qui se passe actuellement. La morale, au sens élémentaire du terme, n'est pas la pire ennemie de la liberté. En effet, comme on a pu le voir à certains moments, elle a pu être bénéfique, notamment dans l'extension des solidarités et de la charité. Mais quand celle-ci est extrême, qu'elle ne laisse plus de place au reste, qu'elle assène le coup final à la liberté, peut-on rester là, à la regarder, observer, résigner et accepter le dernier souffle de la liberté? Non, assurément. Nous devons dénoncer la morale qui opprime, qui maltraite et qui brime par les préceptes qu'elle prêche. Allons au-delà de la morale au sens commun et intéressons-nous à la morale des textes. Bien entendu, je ne veux pas condamner toutes les morales religieuses, mais uniquement celles qui radicalisent, qui aveuglent. Là est le vrai danger. Voyez comment, au nom de la morale orthodoxe en Russie notamment, on traque les hommes et les femmes qui veulent affirmer leur liberté sexuelle et identitaire. Voyez comment, au nom de la morale, les branches les plus extrêmes de la religion catholique perversifient le monde, interdisant à ses fidèles de s'ouvrir à lui. Voyez enfin comme, au nom de la morale, dans les pays ayant instauré la charia, les femmes sont asservies, les hommes déshumanisés et l'Occident attaqué. Il faut arrêter de faire des constatations stériles. Il est temps, mesdames et messieurs, d'accuser. Combien ont perdu la vie pour une cause morale, une fausse morale? Car une morale ne devrait jamais pardonner cela et ne devrait jamais l'accepter. Pourquoi continuer à accepter que des monstres puissent se réfugier derrière cette armure qui ne semble souffrir d'aucune faiblesse? Comment peut-on tolérer qu'elle puisse absoudre des péchés, blanchir des meurtres, disculper des coupables et même légitimer des crimes? Les hommes sont les premières victimes de la morale. Cependant, la plus grande victime de cette œuvre funeste, c'est bien la liberté. Bien sûr, je ne remets pas en cause la valeur d'une vie humaine. Mais ce principe, cette conception, la liberté, mesdames et messieurs, c'est ce que nous avons de plus cher. La morale, c'est l'épée Damoclès qui tourmente notre propre bonheur. Et qui peut arguer qu'il le sacrifiera sans concession? Qui? Quel homme raisonné acceptera de limiter son potentiel? Je refuse de laisser ce crime impuni. C'est pourquoi je te demande de condamner fermement la morale.
mais pas la morale au sens commun, celle qui restreint, qui torture et qui vilipende. La défense portée par la voix de mon contradicteur pourra arguer que la liberté, c'est un de ces mots détestables qui ont plus de valeur que de sens, comme a pu l'affirmer l'auteur Paul Valéry. Mais c'est bien plus qu'un mot. C'est une transcendance, un sublime et suprême dessein que rien ne doit freiner. Merci. Chers membres du jury, cher public, chère contradictrice, moi, c'est moralement que j'aime les élégances. Ces propos ne sont pas ceux d'un dictateur avide de pouvoir. Ce ne sont pas ceux non plus des inquisiteurs sournois qui chassaient l'hérésie à pas de loup. Ce sont ceux du plus libre qui soit. Libre dans sa parole autant que dans ses actes, celui qui refusait un protecteur puissant, celui qui ferraillait, laissant dans l'air les sons de la lame d'airain, le cliquetis enchanteur d'un alexandrin. Ce sont les mots de Cyrano, en réponse au vicomte qui lui reprochait de sortir sans ruban, sans bouffette et sans lance. Qu'est-ce que la morale? Ce sont les règles qui font la différence entre le bien et le mal. Plus largement, de mores, mœurs, ce sont des règles de conduite, des valeurs. La morale peut venir de l'extérieur, quand elle vient de la société, de la religion. Elle peut venir de soi. C'est la conscience morale. Je juge moi-même de ce qui est bien ou mal. Elle peut être objective. La morale ne dépend pas dans ce cas de l'homme et vient des abîmes ou des cimes, en d'autres termes, des lois de la nature ou du céleste, du divin. Et la liberté. Qu'est-ce que la liberté? C'est d'abord cette idée que nos choix nous appartiennent. Dans ce sens, elle s'oppose au déterminisme. Mais c'est aussi l'idée de ne pas être contraint par les autres, de pouvoir faire ou ne pas faire indépendamment des autres. Ici, pour que la liberté soit pour tous, elle ne peut être que relative, puisque ce qui assoit le principe est aussi ce qui le borne. Même si des libertés peuvent être restreintes, peut-on parler de liberticide? Liberticide comme génocide, ethnocide, renvoie à la négation absolue. Ce n'est pas parce que je pense que les libertés peuvent être restreintes que je suis liberticide. Au même titre, ce n'est pas parce que je suis athée que je suis déicide. On tentera de vous dire que la morale est liberticide en ce qu'elle s'imposerait à l'homme qui perdrait son libre arbitre. Qu'elle doit être telle qu'elle est par la force des choses, soit qu'elle soit en adéquation avec les lois de la nature, ou pour plus de poésie encore, qu'elle soit divine. Finalement, qu'elle n'est pas librement choisie par l'homme. Elle aurait un caractère universel, éternel, absolu, et l'humanité tout entière devrait se faire sienne la devise de Dublin. Heureuse la ville où les citoyens obéissent. Ainsi, si la morale était objective, nous pourrions dire qu'elle est liberticide. Mais toute morale n'est en réalité que le fruit de son temps. Et les nuages laissent la place aux arcs-en-ciel, et il n'est, où vous voulez voir quelque chose d'éternel, qu'évanescence. Les valeurs morales ont une origine humaine. Elles sont définies par la société ou par l'individu lui-même. Elles n'ont rien d'éternel. Elles n'ont rien d'universel. Je le dis, et qu'importe si je souffle ainsi sur le voile sacré qui couvre la déclaration de 1789. La morale n'est ni carcan, ni auréole. Elle est ce que l'homme sème sur son passage. Laissez-moi vous montrer que la morale est toujours relative. Lesbos, terre des nuits chaudes et langoureuses, qui font qu'à leur miroir stérile volupté, les yeux, les filles aux yeux creux de leurs corps amoureuses, caressent les fruits mûrs de leur nubilité. Ces vers sont tirés du recueil des Fleurs du Mal de Baudelaire, qui fut condamné pour délit d'outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs. Une condamnation qui paraîtrait impensable à notre époque, alors qu'en mai 68, la libération des mœurs interrogeait notre société. Et derrière le slogan « Faites l'amour, pas la guerre », la jeunesse, comme une ultime provocation, déshabillait les rues de Paris pour découvrir sous les pavés la plage. Voilà ce qu'est la morale. Ce n'est pas une frontière immuable entre le bien et le mal, entre le noir et le blanc, mais plutôt un idéal qui prend la couleur d'une époque. Voici un autre exemple. Ce qui vaut à une époque ne vaut pas à une autre époque. Les éditions de Minuit, l'édition de la Résistance, qui naissait dans la clandestinité, sous l'occupation, qui imprimait sous les étoiles cachées par la nuit, furent condamnées plus tard
en 1961 pour avoir commis le délit de provocation à la désobéissance, en publiant un roman qui relatait la désertion de soldats confondés à la torture en Algérie. La justice, elle, considérait que la morale n'était pas du côté de la désertion et que celle-ci commandait en quelque sorte à obéir à tout prix. Pourtant, lors du procès des SS Dorado, le tribunal français n'avait pas cherché à faire la preuve que chacun des inculpés avait commis, ce jour-là, telle ou telle atrocité. Il avait suffi pour le condamner de prouver qu'il n'avait pas de liberté. La morale commandait donc dans un premier temps de déserter. À peine 2 décennies plus tard, déserter quelle que fût la raison devenait immorale. La morale est versatilité. La morale est relativité. La morale est donc liberté. La morale s'acquiert et est personnelle. Elle n'est pas inhérente à l'homme. Elle n'est pas innée. Il n'y a pas de loi morale qui devrait s'imposer à nous, indépendamment de notre volonté. S'il devait y avoir une morale universelle, tout comme ces prétendus droits naturels, cela supposerait qu'à travers la raison, nous devrions aboutir tous à la même idée de morale. Interrogeons le tu ne tueras point. Pourquoi? Quand en 1972, la Cour suprême des États-Unis interdisait la peine de mort sur tout son territoire, la France, le même jour, condamnait à mort Claude Buffet et Roger Bontemps. Pourquoi? Quand Victor Hugo écrit aux habitants de Guernesey, la France emploie Louis Desblair comme exécuteur en chef. Pourquoi? Alors que Badinter a mis en 1981 la guillotine dans un musée, les couloirs de la mort de certains États américains font l'actualité. Il est temps d'un repli de la pensée sur les faits. L'homme est libre et se fait sa morale, qu'il acquiert par la seule raison, sa conscience, son expérience. Mais il n'y a rien d'inné dans tout ça, rien de déterminé. La morale ne nous détermine pas. Bien au contraire, la liberté ne se réalise qu'à travers la morale. Nous sommes assaillis de toutes parts par nos désirs, par nos passions, qui nous sont extérieures. Hegel s'arrêtait là et la liberté devenait illusoire. Ni la plume, ni la parole ne seraient jamais libres, puisque l'homme serait seul. Guidé par ses passions et ses désirs, comme un bateau serait guidé par des haleurs. Mais l'homme est doué de raison. Celle-ci nous permet de mettre un frein aux excès du désir ou des passions. Je tire les devoirs moraux de ma raison, c'est la seule loi que je tire de moi-même. Contrairement aux désirs et aux passions, cette morale est l'autonomie. Et puisque la liberté suppose l'autonomie, morale et liberté vont toujours ensemble. D'ailleurs, dans le roman de Casamayor, Désobéissance, dans le tumulte des moteurs, dans l'âcreté de l'huile chaude, au milieu du ciel, dans des avions fatigués, s'oppose d'un côté un vieux colonel doué de raison, de morale, qui refuse d'obéir aux ordres, de sacrifier des hommes pour des occasions qui n'en valent pas la peine. Et de l'autre, un capitaine passionné, qui accepte les ordres quels qu'ils soient. La morale libère de l'emprise le premier, alors que le second est aveuglé par sa passion. Et je viens condamner un amalgame qui s'ouvre subrepticement au quotidien et que ma contradictrice vient faire surgir violemment. La morale est galvaudée. Parce que certaines âmes sèches disent en avoir le monopole et l'érigent en dogme. Parce que de mauvaises mains qui ont dans leur paume tous les pouvoirs imposent la leur, galvaudée, lorsqu'elle est celle du tyran, avant d'être celle du peuple, lorsqu'elle s'impose par le tintement des lames, par le fracas des armes au milieu des larmes, galvaudée, lorsqu'enseignée comme un dogme, lorsqu'imprimée au front des jeunes gens auxquels on demande de mémoriser plutôt que de comprendre. La morale qui vient choir sur notre siècle est, vous dit-on, ainsi qu'un monstre crachant sur la liberté de vivre flamme. Ce monstre-là, cette morale engouffrant les libertés, n'est que chimérique. La morale n'est pas, et ne sera jamais, liberticide. La morale se contente de définir le bien et le mal. D'ailleurs, ne parle-t-on pas de condamnation morale pour désigner une condamnation qui n'est pas contraignante? C'est seulement lorsqu'elle est enseignée comme un dogme, lorsqu'elle est imposée,
qu'elle devient liberticide. Mais la morale qui est la nôtre, qui est le fruit de notre réflexion, de notre conscience, la morale qui est celle d'un esprit qui a le sens du territoire, qui cavalcade, cette morale-là est liberté. Elle est liberté puisqu'elle ne se réalise vraiment qu'à travers l'autonomie. Quand l'individu agit en fonction de sa morale, c'est-à-dire d'une morale qui s'est définie lui-même, il est bien libre. Bergson disait d'ailleurs « Nous sommes libres quand nos actes émanent de notre personnalité entière. Quand ils l'expriment, quand ils ont avec elle cette indéfinissable ressemblance qu'on trouve parfois entre l'œuvre et l'artiste. » La morale n'est liberticide que quand elle est transmise par le haut, sans qu'elle soit acceptée par le bas. Elle est liberté quand elle émerge du fond du cœur. Tous abondent dans mon sens. Léo Ferré. Ce qu'il y a d'encombrant dans la morale, c'est que c'est toujours la morale des autres. Dans Un bas à la vertu, le magistrat Serge Fuster insiste sur cette vertu qui est utilisée comme instrument du pouvoir et qui n'est qu'hypocrisie. La morale n'est pas en elle-même liberticide. Seule la morale prétexte à l'oppression devient liberticide. C'est l'oppression qui est liberticide. Ainsi, ces règles qui font penser aux pratiques enchevêtrées des sociétés primitives, encombrées d'interdits, deviennent liberticides qu'à partir du moment où elles sont imposées. Quand cette morale s'établit en dogme devenant une vérité à la fois fondamentale et surtout incontestable. Le 1er juillet 1766, le chevalier de la Barre, âgé de 19 ans, est torturé, décapité et brûlé pour n'avoir pas salué une procession religieuse. À cette époque, Voltaire, en suivant sa morale, libre donc, s'indignait du sort qui fut réservé au chevalier de la Barre. Lorsqu'il écrit à Beccaria, on comprend bien que ce n'est pas la morale en elle-même qui est liberticide, mais le fait qu'elle s'impose par la force. Il est aussi absurde que cruel de punir les violations des usages reçus dans un pays, les délits commis contre l'opinion régnante et qui n'ont opéré aucun mal physique. Ce n'est donc pas la morale en elle-même qui est liberticide, mais l'instauration d'un ordre moral. D'ailleurs, la liberté d'expression en France, qui préfère le système répressif dans lequel le procès en diffamation tient une place importante, plutôt qu'Anastasia et ses ciseaux censeurs, est le fruit d'une morale. Chacun doit pouvoir exprimer son opinion librement, sans risquer pour sa vie. Charlie Hebdo milite contre l'ordre moral. Mais ils ont une morale. C'est au nom de leur morale qui les conduit à avoir une liberté d'expression qu'ils ont été assassinés. Écoutez ce que dit Montesquieu. De l'Esprit des lois, livre 19, chapitre 14. Lorsque l'on veut changer les mœurs et les manières, il ne faut pas les changer par les lois. Cela paraîtrait trop tyrannique. La morale ne devient donc liberticide que lorsqu'elle est imposée par la loi. Elle n'est pas nécessairement liberticide. Montesquieu continue. C'est une très mauvaise politique de changer par les lois ce qui doit être changé par les manières. C'est cette mauvaise politique qui est liberticide, pas la morale. Montesquieu termine. La loi qui obligeait les moscovites à se faire couper la barbe et les habits était tyrannique. Les peuples sont très attachés à leurs coutumes, les leur ôter violemment, c'est les rendre malheureux. Il ne faut donc pas les changer, mais les engager à les changer eux-mêmes. Toute peine qui ne dérive pas de la nécessité est tyrannique. Ainsi, la morale émane d'un peuple. D'ailleurs, Montesquieu le dit, les lois émanent du législateur, les mœurs de la nation en général. La morale est donc liberté. Là où un régime qui condamne au nom d'une morale est liberticide, peut être liberticide. Le président égyptien, Sisi, a été réélu hier. En Égypte, on traque, on condamne les homosexuels pour offense à la religion. Au nom de cette même religion, les danses orientales égyptiennes sont interdites. Est-ce la morale qui est ici en cause? Ou un ordre moral? Ou un prétexte à un ordre politique? Au Chili, cette terre volcanique qui vit le raffinement extrême des vers de Pablo Neruda côtoyer la sauvagerie d'un régime dirigé par Pinochet, Allende disait en 1973, avant son suicide, suite au putsch de Pinochet, « J'ai la certitude que mon sacrifice ne sera pas vain. J'ai la certitude que cela sera au moins une leçon morale qui punira la félonie.
la lâcheté et la trahison. Peu de temps après, en 1976, un lieutenant-colonel du dictateur argentin Jorge Rafael Videla déclarait quant à lui « La lutte que nous menons ne connaît aucune limite morale ni naturelle. Entre celui qui a une morale et celui qui la nie, lequel est liberticide ?» Il faut rappeler que la morale, même si elle est interne, part des influences que l'on a dans notre société. Oui, la morale que l'on a, les règles que l'on se donne, viennent aussi de ce que l'on voit de la société. La raison, c'est notre intellection, c'est l'intelligence qu'on en a de nous-mêmes, c'est la réflexion que l'on a sur les choses telles qu'on se donne à nous-mêmes, parce que l'on a à nous, c'est propre. La morale, c'est jamais quelque chose qui nous appartient absolument. On la partage, même si on peut réfléchir à plusieurs, et donc là, on partage la raison. Mais la raison, c'est nous, c'est ce qui fait l'homme. Du coup, je pense que vous avez confondu morale et raison. Mais ce n'est que mon avis, et vous en ferez ce que vous voulez. Ce que vous voulez plutôt. La morale, vous dites, ne nous détermine pas, elle favorise la liberté. Dans ce cas, vous allez à l'encontre de vos propos. On se fait par la morale? Je ne pense pas. Je pense que la morale, comme j'ai pu le dire, nous enferme, et la liberté nous libère. C'est la clé de notre liberté, au sens global. Et enfin, vous parlez de liberticide comme génocide. Moi, j'entends liberticide comme homicide. Merci. Si je vous écoute, votre morale vous conduit à dire qu'il faut être libre, absolument. Vous utilisez votre morale. Seriez-vous liberticide? Vous avez commencé par dire, avant même de condamner la morale, que l'ennemi de la liberté était la dictature et le tyran. Est-ce la dictature et le tyran qui utilisent la morale ou la morale? Vous dites aussi qu'il faut mettre la morale au placard. Pourtant, les dessinateurs de Charlie Hebdo agissaient au nom d'une morale. C'est parce qu'ils considéraient que la liberté d'expression était fondamentale qu'ils se sont permis de publier ces dessins. Alors, vous dites à un moment, la raison, c'est l'absence de liberté. Alors que la passion est liberté. Suivre sa passion est liberté. Et plus tard, vous dites l'autorité de la passion. Dans un premier temps, vous dites que la passion, suivre ses passions, ses désirs, c'est être libre. Et ensuite, vous parlez de autorité de la passion. Vous dites que c'est la morale qui fait qu'on condamne les homosexuels. En attendant, puisque j'ai parlé d'Égypte, en Égypte, si les homosexuels sont condamnés, c'est parce qu'il y a une loi qui peut les condamner. C'est la loi qui condamne les homosexuels, au nom d'une morale peut-être, mais c'est la loi. S'il n'y avait pas de loi, peu importe quelle était la morale de ce président, il ne pourrait pas les enfermer. Ou alors ce serait autre chose. Vous terminez par « Nous utilisons la morale pour éviter la frustration ». Je pense que c'est réducteur. Je pense qu'on utilise la morale pour une seule chose, pour pouvoir vivre avec notre conscience. La morale, c'est la distinction, vous l'avez dit, entre le bien et le mal. Et puis vous dites que c'est pas la raison.
La morale n'est pas la raison. Vous dites donc qu'il faut distinguer entre le bien et le mal, mais sans utiliser sa raison. Donc, la raison conduit à la morale. Je vous remercie. Vous avez cité, tous les deux, vous avez fait référence à un cycle des Lumières. Vous avez parlé de la liberté, de cette recherche à tout prix de liberté de l'homme. Ce qui était très perturbant, je trouve, sur cette période, c'est que la Révolution française a été évidemment le summum de cette recherche de liberté. Et pourtant, les hommes de cette époque-là ont fait un chemin pour finalement créer quelque chose qu'ils ont appelé l'être suprême. Comment on passe de cette recherche absolue de liberté à la soumission à un être suprême si cette morale n'est pas quelque chose que finalement les hommes cherchent aussi? Comme je l'ai dit, je pense que la liberté doit se limiter par elle-même. Mais à cette époque, on a tellement voulu chercher la liberté, tellement faire extérioriser nos libertés, qu'on n'a pas su la gérer, la limiter en fin de compte par les libertés. On voulait mettre en place on s'est conduit nous-mêmes à une loi de la vie, celle de la plus forte. La liberté de la plus forte, gagner sur la plus faible. Et je pense qu'ils ont pris cette personne d'être suprême pour pouvoir se contingenter, pour contingenter leur liberté, pour mettre tout le monde à égalité, parce qu'ils se sont rendus compte que leurs aspirations étaient bien trop hautes, bien plus hautes que leur volonté d'être libre. Du coup, ils ont besoin de limites, ils n'ont pas su faire en sorte que ce soit la limite qui se limite elle-même. Si je peux juste répondre à mon contradicteur, dire que je parle de tyran et de dictature, je ne connaissais pas cet outil dans la langue française qui est la personnification. Si vous avez. Eh bien voilà, c'était ça. Je vais donner des exemples dans l'histoire récente. Est-ce qu'il n'y a pas une évolution du terme moral entre cette recherche d'absolu du siècle des Lumières, justement, et le terme moral pris dans un sens très politique et de plus en plus variable selon les régions et selon les périodes. Est-ce que cette notion de morale, finalement, n'a pas perdu de sa grandeur en même temps que se lancer dans le politique? Alors oui, bien sûr, il y a deux sens. Il y a la morale perçue comme un idéal, et il y a la morale, on pourrait parler des mœurs relatives. C'est la morale qui selon moi, est la seule qui existe, qui est le fruit de l'homme, en fait. Et effectivement, l'homme n'est pas parfait, l'homme politique encore moins, alors la morale n'est pas parfaite, et oui, il y a quelque chose de... C'est terrible, mais je pense que c'est juste de désacraliser la morale. La morale n'est plus... D'ailleurs, on va plus la chercher dans le divin aujourd'hui. On part d'un texte, la Déclaration universelle des droits de l'homme, et c'est finalement ce texte qui devient sacré. C'est plus au nom de Dieu, même si ce texte, il y avait des inspirations, c'était un peu au nom de Dieu, mais on met du sacré dans un texte, là où avant on le mettait dans Dieu. Est-ce que le moral n'est pas une façon, on a parlé d'égalité tout à l'heure, le siècle des Lumières, finalement au nom de l'égalité, on réduit les libertés. Est-ce que finalement cette morale, c'est une façon d'accepter des règles et d'imposer finalement au nom de l'égalité les plus grandes restrictions qui soient? Tout à fait, c'est ce que j'ai essayé de montrer dans mon argumentation. Pour éviter la frustration de ne pas pouvoir être libre absolument, on se contingente par la morale. C'est un prétexte en fin de compte. Et ça veut dire en même temps que la raison ne suffit pas pour accepter le bien et le mal, la notion de bien et de mal. La raison permet de comprendre ce qui est bien et ce qui est mal. Pas de l'accepter en soi, c'est de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui fait que c'est bien, qu'est-ce qui fait que c'est mal. Pourquoi on le considère comme tel. La morale, c'est des influences qui nous viennent de l'extérieur. Alors que la raison, comme je l'ai pu le dire, c'est la réflexion que l'on a intrinsèquement dans notre petite personne. Alors, est-ce que, je
justement, on va en parler de la raison à l'instant, comment est-ce qu'on peut justement placer cette raison au regard de la morale et de la liberté? Est-ce que c'est un arbitre impartial entre les deux? Est-ce qu'elle penche plutôt d'un côté ou plutôt de l'autre? Ça dépend de la réflexion qu'on a fait sur le sujet. Si notre raison est plus dans la volonté de s'émanciper de toutes les règles qu'on a, de toutes les affections qui nous entourent, là oui, ce sera un juge partial qui ira vers la liberté. Au contraire, si on se laisse influencer, si on prend comme une éponge tout ce qui nous entoure, là on ira vers la morale. En revanche, on arrive à faire la part des choses, là ce sera un juge partial. Et donc le libre arbitre sera respecté. Alors, est-ce qu'on pourrait envisager une société sans morale? Est-ce qu'on peut accepter ou envisager une société sans aucune morale? Je pense pas. C'est pour ça que je ne condamne pas la morale qui n'est pas radicale. Vous dites que la morale est changeante, qu'elle évolue sur les personnes, sur les époques. Mais à ce moment-là, est-ce qu'il faut admettre, est-ce qu'on peut admettre finalement qu'il y a autant de morale que d'individus? Tout à fait. Alors, où est la règle sociale dans ce cas-là, si chacun a sa propre règle? La règle sociale va être dans cette idée, je vais reprendre Hobbes, l'homme est un but pour l'homme, on a envie de vivre aussi paisiblement. Donc on va chercher à décider de quelque chose commun, une morale commune, qui sera dans l'intérêt de tous, puisqu'elle pourra nous permettre d'évoluer tous librement. Mais donc on n'a pas autant de morale qu'il y a d'individus si on recherche une règle commune. Si, il peut y avoir autant de morale qu'il y a d'individus, ensuite certains individus vont devoir s'adapter. C'est l'idée de la démocratie. En démocratie, tout le monde a le droit de voter, ensuite celui qui a eu plus de 50% des voix, on décide, puisqu'on a une morale, qu'il a la légitimité. Donc il y a une morale dominante et il y a une morale dominante. Je n'ai pas d'autres questions. Merci. Merci à vous deux.